Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 141. 141. C'est un chiffre assez considérable déjà depuis le 20 mars. Alors comme d'habitude, avant de commencer, prenez bien soin de vous, respectez les règles de sécurité sanitaire, surtout si, comme nous le souhaitons très vivement, le 15 décembre, il y a la réouverture, la seconde réouverture des salles de cinéma, qui, il faut le dire, n'ont pas été notées comme des clusters et des lieux de circulation particulièrement vifs du virus. Donc, il est important de respecter les règles sanitaires au cinéma, comme dans la rue et comme dans vos intérieurs, quand vous recevez du monde. Deuxièmement, eh bien, exercez votre vigilance démocratique pour ne pas devenir des esclaves consentants et pour ne pas être infantilisés. Aujourd'hui, c'est plus important que jamais. D'un côté, ne pas tomber dans les délires et les lubies complotistes, et de l'autre, eh bien, vérifier que nous ne sommes pas menés, que vous n'êtes pas menés par le bout du nez. Et puis enfin, pratiquer sans réserve, sans limite, la proximité cinéphilique en venant, je l'espère, à partir du 15 décembre à l'Odyssée. Dans une prochaine chronique, je vous parlerai de la programmation que nous avons mise sur pied et en suivant notamment nos activités de suggestions cinéphiles, de conversations et de chroniques. Ou ça, sur notre site internet ou sur notre chaîne YouTube de l'Odyssée, ou sur les deux, comme vous voudrez. Alors aujourd'hui, pour cette suggestion cinéphile numéro 141, on va parler d'un grand film, d'un très beau film, d'un film fort, d'un film qui a marqué son époque au moment où il est sorti. Il s'agit de Bonnie and Clyde de Arthur Penn, avec des monstres sacrés qui jouent dans le film. Faye Dunaway, qui est formidable avec son béret rouge, si j'ai bonne mémoire, et aussi, mesdames, un monsieur qui était la coqueluche de la jante féminine, comme on dit, Warren Beatty, qui est à la fois acteur, mais aussi producteur, et qui a même été réalisateur pour un film qui s'appelle Reds, sur les 7 jours qui ébranlèrent le monde, d'après John Reed, et la révolution d'octobre 1917. Alors, ce qui est intéressant pour commencer, c'est, et Arthur Penn est un immense réalisateur, bien sûr. Le film est sorti en 1967, Bonnie and Clyde. Il fera beaucoup de très très beaux films, mais notamment 5 ans plus tard, il fera le superbe Little Big Man, dont on a déjà eu l'occasion de parler dans une des toutes premières suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Alors, ce qui est intéressant, c'est de parler très rapidement de la genèse du film. Warren Beatty, en tant que producteur, cette fois, il vient en France pour rencontrer François Truffaut parce qu'il souhaite tourner un film sur Édith Piaf et il voudrait que ce soit François Truffaut. François Truffaut est très heureux, honoré par cette proposition, mais il est pris sur un autre projet. Donc, il décline l'invitation la proposition de Warren Beatty, mais il a lui-même reçu un scénario de 2 scénaristes américains de grande qualité sur ce couple d'ennemis publics numéro 1, si vous voulez, fin des années 29, début des années 30, Bonnie and Clyde. Et donc il donne le scénario à Warren Beatty, et Warren Beatty est emballé par ce scénario, qui va être un peu retravaillé, bien sûr, comme toujours, dans le professionnalisme de la démarche des producteurs américains, qui vraiment visent toujours à arriver à la version optimale du scénario et à la version optimale de la réalisation, bien sûr. Eh bien, Warren Beatty va proposer à Arthur Penn de réaliser ce film avec lui-même dans le rôle du gangster
et avec Faye Dunaway. Alors, je ne vais pas raconter le film, mais c'est un film qui est remarquable, qui a d'ailleurs provoqué beaucoup de débats et qui a un peu choqué les pseudo-âmes bien pensantes, c'est-à-dire les tartuffes, pour dire les choses comme elles sont, qui ont été choqués par le film. Alors, l'histoire, c'est l'histoire de deux jeunes paumés qui se retrouvent au hasard de leur dérive existentielle, si vous voulez. L'une est barmaid dans un bar fin fond de l'Amérique, et l'autre est un délinquant qui a fait donc des choses tout à fait répréhensibles et qui croise cette jolie barmaid, et c'est le coup de foudre, surtout pour elle d'ailleurs. Et très rapidement, c'est un amour qui va être obstrué par un certain nombre d'obstacles, notamment l'impuissance de Warren Beatty, parce que qui est le signe en quelque sorte de sa fragilité de caractère. Et il faudra toute la durée du film pour que ce rapprochement sensuel entre Bonnie et Clyde puisse se réaliser et aboutir à l'épanouissement, mais un épanouissement morbide. C'est Wilhelm Reich qui disait que l'orgasme annonce la petite mort, mais cette fois ça sera la grande mort, parce que c'est pas trahir le suspense du film que de dire que c'est une aventure et un road movie qui se terminera mal pour les deux protagonistes principaux et quelques-uns de leurs complices, notamment le frère du gangster. Un épanouissement dans la fusillade finale, que certains ont trouvé quasi orgasmique. Bien. Eh bien, ce qui est intéressant dans ce film, c'est que réalisé en 1967, 66-67 pour être précis, eh bien, il est tout à fait imprégné par les caractéristiques de son époque de production et de réalisation, c'est-à-dire certains courants des beatniks qui deviennent les hippies, qui font une critique de la société de consommation, qui pensent qu'il faut que la vie, la réussite dans la vie, ne se résume pas à avoir un bon emploi, plutôt bien rémunéré, et être un bon consommateur qui cherche avec naïveté, parfois plus ou moins forte, parfois plus avec sa part de zone d'ombre, mais qui recherche l'exploration de voies alternatives pour donner du sens à la vie, en quelque sorte. Et dès le début du film, eh bien, on voit que Bonnie et Clyde vont se rapprocher et devenir complices, un rapprochement fusionnel en quelque sorte, en devenant complices dans le braquage de banques. Parce que nous sommes en 1929 au début du film, et donc nous sommes en plein dans cette crise économique qui a secoué pratiquement qui a secoué la première moitié du XXe siècle de façon terrible, qui a aussi entraîné l'accélération vers la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, donc, leur profession, en quelque sorte, c'est braqueur de banque. Et à partir de là, ils deviennent les ennemis publics numéro un, et s'engage une course-poursuite entre les forces de l'ordre et ces deux gangsters. Les forces de l'ordre, je réfléchissais, parce que c'est surtout le côté force qui est montré, et pour ce qui concerne l'ordre, eh bien, c'est un ordre qui est au service du bon fonctionnement de la circulation de l'argent, de manière respectueuse. Alors, c'est vrai que Arthur Penn est un cinéaste critique qui pense que, et c'est la grande période il annonce ainsi la grande période du Hollywood contestataire, par exemple, avec aussi Little Big Man, 5 ans plus tard,
comme je l'ai dit, eh bien, c'est une façon de montrer que bon, cet ordre, c'est surtout un ordre au service de l'argent et de la possession d'argent et de capital. Je crois que c'est Marx qui disait que la caractéristique du capitalisme, c'est d'être la guerre de tous contre tous. Et eh bien, évidemment, dans cette concurrence, dans cette guerre de tous contre tous, il y a ceux qui gagnent, en général une minorité, qui s'enrichissent de plus en plus, et ceux qui, au détriment de ceux qui ne s'enrichissent pas forcément, même si ils peuvent avoir certains avantages, mais en période de crise, eh bien, c'est un appauvrissement, une paupérisation, comme on dit, qui est assez généralisée. Et en même temps, il montre que nous sommes, avant le New Deal, dans une période où ce qui prévaut, ce n'est pas le libéralisme au sens progressiste du terme tel qu'il est politique, progressiste tel qu'il est utilisé aux États-Unis, mais c'est le libéralisme au service des nantis. Et tant pis pour les pauvres, personne ne les a obligés à être des pauvres. Et au fond, l'ordre que l'on défend, c'est un ordre où les gens doivent apprendre à respecter cette division hiérarchique de la place à occuper dans la société, tout en essayant de proposer des ouvertures, mais que, avant tout, c'est la défense de la propriété et ensuite la défense de la société. Au fond, ce n'est pas pour permettre aux gens de mieux vivre, d'abord, qui est organiser le déploiement de cette force de l'ordre, en quelque sorte, mais c'est pour défendre les positions acquises par les uns, les unes et les autres. Et là-dedans, évidemment, tout en faisant des actes évidemment répréhensibles, eh bien, Bonnie et Clyde sont des marginaux rebelles, mais en même temps des desperados qui perturbent l'ordre en place. Et donc, la course-poursuite que j'évoquais avant, eh bien, c'est une course-poursuite qui ressemble plus qu'à la défense de l'ordre et du bien public, ressemble encore plus, si l'on veut, ou plutôt ressemble à une véritable chasse. Chasse à l'homme, chasse à la femme, chasse à un couple fusionnel rebelle. Et au passage, évidemment, tous les remous provoqués par cette course-poursuite, eh bien, font affleurer les différents modèles de comportement. Les lâches, qui sont prêts à la délation, ceux qui prennent plaisir à chasser, pas uniquement par conviction éthique, mais qui prennent un plaisir physique en quelque sorte, et ceux qui sont dans la souffrance d'avoir à assumer leur choix répréhensible de braquer des banques. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est que pour la première fois, ou une des toutes premières fois, on ne montre pas seulement la violence. Il n'y a aucune complaisance vis-à-vis de la violence. Mais il s'agit de montrer comment, dans une société violente, probablement à cause de cette course au profit, qui elle-même est la matrice lointaine, si vous voulez, de la course-poursuite de l'intrigue du film, eh bien que dans cette société, eh bien, il y a de la souffrance, à commencer la souffrance de ceux qui vont finir par être évidemment les perdants. Et il y a une représentation de la souffrance à travers une mise en scène d'actes de violence, bien sûr. Eh bien, il y a en réalité, il n'y a aucune complaisance pour un plaisir malsain à voir de façon voyeuriste des actes de violence, mais il y a le rappel permanent de ce que peut entraîner comme souffrance le choix plus ou moins libre de recourir à la violence. Il y a un très beau proverbe africain qui dit qu'il ne faut jamais tirer la queue du léopard, parce qu'à partir du moment où on réveille le léopard en lui tirant la queue, eh bien, c'est une lutte à la vie et à la mort avec le léopard. Eh bien, il ne faut jamais enfreindre les règles d'une société qui pose en avant le culte de l'argent,
ou alors se préparer à en subir les conséquences les plus graves, les souffrances les plus immenses, et pour terminer, la mort. C'est un film qui donc est une réflexion en même temps, qu'il pose le parcours, qu'il expose le parcours de deux rebelles engagés dans une course-poursuite sans possibilité de retour et sans possibilité de fuite, en quelque sorte, de rédemption, de salut, si on veut, et qui montre que finalement, force, comme on dit, reste à la loi au profit des plus nantis, évidemment sans chercher à justifier et à faire l'apologie du recours à la délinquance et à la criminalité. Mais on est dans une société qui, quasi naturellement, et le film l'évoque très très intelligemment, engendre le besoin, l'appétit de se servir dans un système bloqué où on ne peut pas, quand on est laissé pour compte, profiter d'un quelconque ascenseur social, parce que la société ne considère pas que l'État-providence doit aider les gens à l'époque, et donc c'est forcément un enchaînement de drames de plus en plus dramatiques pour se terminer dans une véritable tragédie. Un mot encore sur la fusillade finale qui devient le condensé en quelque sorte de cette vision du monde que j'ai essayé d'exposer, qui est celle de Arthur Penn, avec un ralenti, mais encore une fois, s'il y a une grande maîtrise esthétique à la représentation de cette fusillade, dans la représentation de cette fusillade finale, ce n'est pas par complaisance pour la violence, c'est pour montrer l'ampleur de la souffrance de deux jeunes qui s'aimaient à la folie, qui bêtement ou par toute une série, concordance de toute une série de facteurs, n'ont pas été capables de trouver une issue à leur désespoir et à leurs problèmes, et au vide de leur existence, autrement qu'en se lançant dans la criminalité, et qui en paye le prix humain, le plus terrible, et le plus accompagné de maximum de souffrance. C'est un très grand film, c'est un beau film, c'est un film que je vous recommande de voir, et c'est un film qui sera à l'affiche de l'Odyssée à partir du 15 décembre, si, comme je l'espère vivement, nous réouvrons le 15 décembre, car chères spectatrices et spectateurs de l'Odyssée, cher public, vous nous manquez, et nous piaffons d'impatience à l'idée de vous retrouver très prochainement en partageant sur des émotions et des réflexions conviviales avec du cinéma plein les yeux sur les écrans et dans la salle de l'Odyssée. À très bientôt, merci, au revoir.